En 1969, la John Hancock Mutual Life Insurance Company a payé 75 millions de dollars pour un bâtiment qui n'existait pas encore. Elle a embauché I.M. Pay & Partners, le cabinet derrière le Louvre de Paris. Elle a commandé à Henry Cobb un design sans précédent, 60 étages de verre, réfléchissant bleu cobalt, une lame de cristal de 240 mètres qui renverrait le reflet de la place Copley à elle-même. Sans ornement, sans retrait, sans structure visible. Seulement un miroir vertical pur qui s'élèverait à côté de la Trinity Church, chef-d'œuvre roman de 1877 et monument historique national. Le geste architectural était d'honorer le voisin en le reflétant et non en entrant en compétition avec lui. Mais il y avait un petit détail qui ne figurait pas sur les maquettes. Entre 1972 et 1975, plus de 100 panneaux de verre de 500 livres chacun se sont détachés de la façade et sont tombés depuis des hauteurs allant jusqu'à 240 mètres sur les trottoirs de Boston. La police a fermé les rues environnantes chaque fois que le vent dépassait les 45 miles par heure. Plus d'un acre de la tour a été recouvert de plaques de contreplaqué peintes en bleu. Et le bâtiment a eu besoin de 1500 tonnes de renfort en acier d'urgence car les ingénieurs n'étaient pas sûrs qu'ils puissent survivre à un vent violent. Nous ne sommes pas en présence d'une tour qui a lésiné sur le design. Au contraire, elle a été conçue par l'un des architectes les plus prestigieux du monde, soutenue par l'une des plus grandes compagnies d'assurance des États-Unis, avec un budget initial de 75 millions de dollars qui a fini par dépasser les 160 millions de dollars. Et pourtant, la tour a fait pleuvoir du verre sur Boston pendant des années. Back Bay n'est pas une terre naturelle. C'est un remblai urbain du 19e siècle. Entre 1850 et 1880, Boston a remblayé des marais de marée avec du gravier, du sable et tout ce qu'elle avait sous la main, convertissant des plaines boueuses en acres urbanisables. Sous le pavage de Copley Square, il n'y a pas de roches solides. Il y a des couches. Argile saturée, limon comprimé, sable déposé sur des sédiments organiques qui n'ont jamais fini de se consolider. Quand tu places un bâtiment de 60 étages sur cela, le sol répond. Il se comprime, il se déplace latéralement. Il transmet des charges sur les côtés, pas seulement vers le bas. Le processus s'appelle le déplacement latéral sous charge, et chaque projet important à Back Bay a dû y faire face. En 1968, les équipes ont excavé les fondations de la Hancock Tower. Elles ont installé des murs de soutènement temporaires en acier pour soutenir le remblai mou environnant. Mais la pression latérale de l'argile et de la boue a poussé ces murs vers l'intérieur. Le sol n'est pas resté immobile. Il s'est déplacé vers le site d'excavation. Et ce déplacement ne s'est pas arrêté à la clôture du chantier. Il s'est propagé vers l'extérieur, à travers le quartier. Les lignes de service public se sont pliées sous le sol changeant. Les trottoirs se sont fissurés et se sont enfoncés. Et de l'autre côté de Clarendon Street, la Trinity Church a commencé à se fendre. Deux bâtiments séparés par une rue, l'un nouvellement excavé, l'autre avec près d'un siècle d'ancienneté. Le sol mou les a connectés d'une manière qu'aucun plan n'avait prévue. La Trinity Church a remarqué les fissures en premier. Les murs de maçonnerie en pierre se sont séparés le long des joints de mortier. Les vitraux, certains depuis la décennie 1870, se sont déplacés dans leur cadre. Les peintures murales intérieures et les surfaces décoratives ont subi des dommages. Un bâtiment qui avait survécu à près d'un siècle de climat de Boston et de développement urbain sans incident structurel était physiquement miné par la construction à côté. Et la tour qui était censée honorer Trinity en la reflétant dans le verre n'était même pas encore sortie de terre. Trinity a déposé une plainte en 1975, arguant que la construction négligente de Hancock avait miné les fondations de l'église et endommagé un monument historique national. Un jury du tribunal supérieur de Suffolk a été d'accord et a accordé environ 4,17 millions de dollars. Avec les intérêts accumulés au cours des années de procédure légale, la responsabilité totale a été estimée à plus de 11 millions de dollars. La Cour suprême judiciaire du Massachusetts a confirmé le verdict. Une compagnie d'assurance milliardaire a perdu face à une église du 19e siècle lors d'un procès public. Mais les dommages d'excavation n'étaient que l'échauffement. La véritable crise était sur le point de commencer à tomber du ciel. La façade de la Hancock Tower se composait d'environ 10 344 grands panneaux de verre isolant. Chacun mesurait environ 4 pieds sur 11 pieds et pesait autour de 500 livres. C'étaient des unités à double panneau, avec un revêtement réfléchissant en chrome sur la surface intérieure du panneau extérieur, collé au cadre en métal avec une soudure rigide. Ensemble,
Ils formaient la peau bleue brillante, qui donnait au bâtiment son apparence dramatique. Alors que la tour était encore en construction, à partir de 1972, ces panneaux ont commencé à se fissurer, et avec des vents forts, ils se séparaient de la façade et tombaient. Le 20 janvier 1973, une tempête hivernale a frappé Boston avec des vents qui ont atteint environ 75 milles par heure aux étages supérieurs. Pendant cette tempête, au moins 65 panneaux ont cédé. Certains se sont fissurés sur place. D'autres se sont détachés et sont tombés de centaines de pieds dans les rues et sur les trottoirs qui entouraient la tour. Au long du début de la décennie 1970, il a été signalé que plus de 100 panneaux ont cédé, envoyant du verre brisé ou des plaques intactes de 500 livres tombant vers Copley Square. La police de Boston a commencé à fermer les trottoirs et les rues environnantes chaque fois que les vents approchaient des 45 miles par heure. Les premières théories ont blâmé le mouvement du bâtiment. Certains ingénieurs ont spéculé que la tour se balançait excessivement et que les forces aérodynamiques créaient des points chauds de pression qui expulsaient le verre de ses cadres. D'autres ont suggéré que l'affaissement de la fondation dû aux problèmes d'excavation détachait les panneaux. Une culture de défense légale a rendu encore plus difficile d'atteindre la vérité. Les parties principales, y compris les architectes, le fabricant de verre et le propriétaire du bâtiment, ont signé des accords de confidentialité qui ont maintenu les découvertes techniques hors du registre public. Des enquêtes ultérieures ont révélé une explication beaucoup plus banale et accablante. La soudure rigide qui unissait le verre recouvert de chrome au cadre en métal ne pouvait pas accommoder le mouvement naturel des panneaux. Au fur et à mesure que les températures changeaient et que le vent faisait vibrer la façade, le verre avait besoin de se fléchir. Mais la liaison rigide transférait ces tensions directement de retour au panneau, créant des fissures de fatigue qui se propageaient lentement jusqu'à ce que le verre se fracture. Les panneaux n'étaient pas renversés par le vent. Ils étaient lentement brisés par leur propre système de montage, puis libérés quand les conditions les poussaient au-delà du point de rupture. Pendant que les ingénieurs luttaient pour diagnostiquer le problème, l'apparence du bâtiment racontait l'histoire pour eux. Plus d'un acre de la façade de la tour était recouvert de plaques de contreplaqué peints, remplaçant les panneaux cassés et retirés par une mosaïque de planches peintes en bleu, visible depuis tout l'horizon de Boston. Le miroir élégant s'est converti en un échiquier. Le magazine Esquire a publié un article l'appelant « La grande douleur dans le verre de Boston ». Le Boston Globe a couvert chaque nouvelle défaillance de fenêtre. Les animateurs radio locaux ont converti la tour en une blague récurrente. Les Bostoniens ont donné au bâtiment deux surnoms qui ont duré des années, le palais de contreplaqué et le bâtiment en contreplaqué le plus haut du monde. Des cadres de Hancock, cités à ce moment-là, ont exprimé leur frustration d'avoir 100 millions de dollars attachés dans un bâtiment qu'ils ne pouvaient pas utiliser. Cette ligne capture autant le désespoir du coût englouti que la catastrophe de relations publiques qui se développait autour d'eux. C'était l'une des plus grandes compagnies d'assurance du pays, une entreprise construite sur l'évaluation et la cotation des risques. Et son propre siège emblématique s'était converti en le risque le plus visible de Boston. La phase de contreplaqué a duré des mois, s'étendant sur des années pendant que les dimensions légales, d'ingénierie et financières de l'échec s'enchevêtraient. Personne ne pouvait se mettre d'accord sur pourquoi le verre avait des défaillances. Personne ne voulait accepter de responsabilité. Et chaque tempête d'hiver apportait la possibilité de plus de panneaux tombants, plus de fermetures de rues et plus de titres. Si ce type d'analyse sur la façon dont les projets les plus ambitieux des États-Unis se convertissent en désastres vous semble précieux, envisagez de vous abonner. Chaque semaine, nous couvrons un méga-projet américain qui a promis grandeur et a livré du chaos. La solution a été totale. Chacun des environ 10 344 panneaux de verre isolant a été remplacé par du verre trempé traité thermiquement monolithique, éliminant complètement la construction défectueuse de sandwich à double panneau. Les estimations contemporaines situent le coût du reverrage entre 5 et 7 millions de dollars en argent du début de la décennie 1970. Time Magazine a informé que les rénovations, y compris le nouveau verre et les renforts structurels, ont ajouté environ 15 millions de dollars au projet, aidant à mener le coût total au-delà de 150 millions de dollars, environ le double de ce que John Hancock espérait dépenser à l'origine. Le reverrage a résolu le problème de sécurité, mais en a créé un nouveau. Les panneaux isolants originaux avaient fourni une séparation thermique entre l'intérieur et l'extérieur. Le verre de remplacement a un seul panneau non. Cela signifiait des coûts de chauffage significativement plus élevés dans les hivers de Boston
et des coûts de refroidissement plus élevés en été. Une pénalité énergétique à long terme, que les critiques ont signalé, s'aggraverait pendant toute la durée de vie utile du bâtiment. La tour avait finalement l'air tel que les architectes avaient toujours prétendu. Un miroir bleu propre sans les patchs de contreplaqué. Mais maintenant elle était thermiquement moins efficace que le jour où elle a été conçue. Un coût caché, incorporé dans chaque facture de service public pendant des décennies. Et le verre n'était même pas le dernier problème de l'enveloppe. Les infiltrations d'eau et les problèmes de toiture ont continué à exiger un travail correctif d'ingénieurs consultants les années suivantes. Un rappel que les expériences initiales de la tour, avec sa peau de bâtiment, ont continué à générer des maux de tête de maintenance bien après que les titres de la décennie 1970 se soient estompés. Mais le verre n'était pas la seule préoccupation structurelle. Les occupants aux étages supérieurs avaient signalé quelque chose d'inquiétant. Avec des vents forts, le bâtiment se balançait suffisamment notablement pour causer des nausées liées au mouvement chez certains travailleurs. Les ingénieurs ont construit un modèle à l'échelle détaillée de la tour et de l'environnement environnant de Back Bay et l'ont testé dans la soufflerie Wright Brothers, du MIT. Les résultats ont confirmé que la réponse dynamique du bâtiment au vent était plus sévère que prévu. La solution a été une technologie qui était encore relativement nouvelle pour les gratte-ciel américains. Les ingénieurs ont installé un système d'amortisseur de masse accordé au 58e étage. Il consistait en 2 énormes boîtes en acier remplies de plomb, chacune d'environ 17 pieds carrés sur 3 pieds de haut, pesant environ 300 tonnes chacune, pour un total combiné d'environ 600 tonnes. Le système a coûté environ 3 millions de dollars. Mais les tests dans la soufflerie ont révélé quelque chose de beaucoup plus alarmant que le balancement inconfortable. L'analyse du système latéral du bâtiment sous certains scénarios de vent, particulièrement des rafales qui frappaient les faces étroites de la tour, a montré que le design structurel original laissait très peu de marge. Sous des conditions spécifiques, le bâtiment pourrait théoriquement être à risque de défaillance catastrophique. Le critique d'architecture Robert Campbell et des récits ultérieurs ont signalé que les ingénieurs ont trouvé que les côtés étroits étaient plus vulnérables que les faces larges. Une faiblesse contre-intuitive dans l'ingénierie structurelle originale qui n'avait pas été détectée pendant la phase de design. Une tour de bureau occupée de 60 étages au milieu d'une grande ville américaine. Et les personnes qui l'ont étudiée de plus près n'étaient pas sûres qu'elles puissent gérer chaque événement de vent que le climat côtier de Boston pourrait produire. La réponse a été massive et en grande partie invisible pour le public. Environ 1500 tonnes de renforts en acier diagonal ont été ajoutées à l'intérieur de la tour avec environ 300 poutres de renforts en acier en forme de L. Le coût a été rapporté autour de 5 millions de dollars. Chirurgie structurelle sur un bâtiment terminé et occupé, parce que les ingénieurs qui ont lu les données du vent ne croyaient pas que la tour puisse résister à chaque tempête de Boston. Les études ne l'ont jamais déclaré non sûr. L'amortisseur a fonctionné. L'acier a tenu. Malgré tout, la tour a embauché des observateurs avec des jumelles et des lentilles polarisées pour détecter les panneaux assombris, signes de tension interne, et les substituer avant qu'ils ne tombent. Un gratte-ciel premium avec des sauveteurs. En 1975, John Hancock a poursuivi en justice IM Pay & Partners et 5 autres firmes pour les 10 344 panneaux. Cela a été réglé hors des tribunaux en 1981, terme non révélé. Les accords de confidentialité ont scellé le dossier technique pendant plus d'une décennie. Trinity Church a plaidé pour son compte pendant des années. Le bâtiment a ouvert le 29 septembre 1976 avec 5 ans de retard et au double du budget. Une église historique fissurée, plus de 100 panneaux tombés sur la voie publique, des années de contreplaqué, 600 tonnes de plomb, 1500 tonnes d'acier d'urgence et une poursuite judiciaire contre son propre architecte. En 1977, l'Institut américain des architectes lui a donné un prix national d'honneur. Aujourd'hui, c'est 200 Clarendon Street. Le plomb continue de travailler en silence au 58e étage. Depuis l'extérieur, la tour a exactement l'air que Henry Cobb prétendait. Un miroir bleu serein qui reflète les flèches de la Trinity Church et les brownstones de Back Bay, comme si rien n'avait mal tourné. Mais la sérénité est une surface. En dessous, il y a une histoire de verre défaillant, de maçonnerie fissurée, de renforts d'urgence, de poursuites scellées et d'un budget qui a doublé avant que quiconque puisse emménager. Les écoles d'ingénierie enseignent encore la Hancock Tower comme une étude de cas de ce qui arrive quand des matériaux novateurs, un design agressif et des conditions de site difficiles se heurtent sans test adéquat. Le bâtiment qui a été conçu pour refléter son voisin
l'a presque détruit. La façade destinée à disparaître dans le ciel est tombée sur la rue. Et la compagnie qui assurait le risque d'autres personnes n'a pas pu gérer le sien. Il reste le bâtiment le plus haut de Nouvelle-Angleterre. Il reste aussi un rappel que dans les méga-projets américains, la distance entre un chef-d'œuvre et un désastre parfois n'est que quelques millimètres de soudure rigide du mauvais côté d'un panneau de verre. Si ce type d'analyse sur la façon dont l'ambition architecturale se heurte à la réalité physique vous semble précieux, abonnez-vous. Chaque semaine, nous couvrons un méga-projet américain qui a promis de révolutionner sa ville et a fini par révolutionner les tribunaux.